Bonjour et bienvenue encore aujourd'hui dans le cadre du projet Ariane Dièse. La conférence que je m'apprête à enregistrer est inscrite dans l'épistémologie de la création, donc l'étude de la création. Et comme les conférences que vous avez déjà pu voir, elles sont toutes interconnectées. Donc à chacun de vous de créer les liens nécessaires. Aujourd'hui, nous allons étudier une partie cognitive de comment on reçoit l'œuvre d'art. Et donc, une fois qu'on reçoit l'œuvre d'art, de comment on peut la manipuler pour en faire quelque chose d'autre. Je m'explique encore mieux. Aujourd'hui, nous allons étudier le rapport entre perception et conception. Sans perception d'une chose, sans pouvoir percevoir une chose, on ne peut pas la manipuler pour obtenir quelque chose d'autre. On verra l'importance de ce sujet, notamment quand nous travaillons avec des outils d'aide à la création, des outils donc numériques, qui ont la spécificité de transformer le créateur, le compositeur, autrement dit, il y a tout simplement quelques dizaines d'années, on appelait ça simplement compositeur. Comment on transforme le compositeur en le public de soi-même, c'est-à-dire comment la vitesse de création aujourd'hui est tellement importante que pendant qu'on crée, j'écoute le résultat et donc je dois opérer de façon très différente de si j'écrivais à la main et j'ai tourné les pages et donc quand j'étais à la page numéro 15, je pouvais avoir une mémoire de la page numéro 2 et 3, mais je devais revenir vraiment en arrière pour voir la page 2 et 3 et comme ma pièce qui faisait peut-être 40 pages, je parcourais plus vite que la musique les pages de la partition, je pouvais me projeter dans le son qui serait émis par l'orchestre, éventuellement dans l'enregistrement, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si cette vitesse devient extrêmement importante, à tel point que je suis toujours dans la même page, donc je ne dois pas tourner les pages, je suis toujours dans un temps réel de la partition, et que cette partition donc, se confronte à moi, ou à vous dans ce cas, comme créateur, mais vous êtes déjà dans la phase de réception de l'œuvre, donc comme ce qu'on appelait le public ou le récepteur. Cette question est aussi fondamentale du moment qu'on va travailler sur la notion d'identité et de spécificité de l'œuvre. Tout d'abord, on commence dans le vif du sujet. Ça, c'est une simplification extrême de ce qui se passe à peu près dans le cerveau de tout le monde, sauf pathologie, bien entendu, hommes et femmes réunis. C'est-à-dire, imaginez que ça, c'est à peu près 1 seconde de temps qui passe dans notre cerveau. Au bout de quelques temps, donc je ne veux pas parler de pourcentage ou de durée spécifique, nous sommes toujours à l'intérieur d'une seconde, celles-ci sont les connexions neuronales. C'est-à-dire, nous avons à peu près, là les neurologues et les psychiatres ne sont pas d'accord, on va dire 100 milliards de neurones qui sont interconnectés entre eux, donc on a des millions de connexions neuronales, donc on ne connaît pas le nombre, qui sont extrêmement condensées dans ce qu'on appelle le cerveau justement, et qui font des échanges neurochimiques qui vont extrêmement vite. Donc ces milliards de connexions ont lieu pendant 1 seconde de durée de notre vie. Pendant que ces milliards de connexions permettent aux poumons d'interchanger l'oxygène avec le globule rouge, que le cerveau permet avec le système central de communiquer avec le pancréas pour envoyer de l'insuline, pendant que je sens que l'œil est pas assez humide et que donc je dois fermer mes paupières, pendant que je respire, pendant que j'existe, toute cette vitesse neuronale qui permet la gestion du vivant, qui permet la gestion même de la naissance de la pensée, c'est de l'ordre du non pensable. Ça va tellement vite que les échanges neuronaux permettent la pensée, c'est sûrement de la pensée, mais nous, on ne peut pas la penser. Et donc, au bout d'un certain temps, il y a l'inconscient qui surgit. L'inconscient, qu'est-ce que c'est ? C'est un niveau de connexion, sûrement par itération, sûrement par, on va dire, récursion, donc peu importe techniquement de quoi il s'agit, en tous les cas dans lequel nous n'en avons pas encore, il y a une forme d'organisation de la matière qui est un peu plus développée, si on veut, de l'échange neuronal, et qui est encore dans un stade d'inconscient. À une vitesse encore un peu plus lente, toujours dans la même seconde de temps qui se passe,
on commence à voir le subconscient ou le préconscient. Ça veut dire qu'on commence à sentir quelque chose, on peut le dire ainsi. On commence à sentir, peut-être on a envie de boire un verre d'eau, si vous voulez, mais c'est un corps subconscient. C'est au stade où c'est le corps qui émane des besoins et que c'est arrivé au cerveau, et le cerveau est en train d'élaborer ces données. Et que peu plus tard, toujours dans la même seconde de temps qui passe, j'en ai conscience, par exemple, j'ai conscience que j'ai soif et je dois boire un verre d'eau, mais le moment que j'en ai conscience, je n'ai pas encore entamé l'action volitive, ce qu'on appelle souvent le verbal, de dire j'ai soif, et donc je prends un verre d'eau. C'est-à-dire que le verbal, dans la seconde du temps qui déroule devant nous, est la dernière partie deux échanges neuronaux, ce que j'appelle le verbal, j'aurais pu l'appeler la volition, le fait de vouloir une action et de la mettre en place. Donc il est très important de retenir que si ceci représente une seconde de temps, vers la fin, seulement vers la fin, nous avons le niveau de conscience qui nous permet d'agir. Mais pendant que le niveau de conscience est surgi et donc on décide d'agir, l'inconscient et le subconscient et la vitesse neuronale continuent à agir. C'est pas qu'elle s'est mise en pause et que tout d'un coup on dit bon maintenant je vais faire ceci et j'agis en conséquence de ce que je pensais avant. Pendant que je suis en train d'agir parce qu'il y a eu un certain nombre de connexions neuronales, les mêmes connexions neuronales vont continuer pendant l'action. Cette répartition sommaire stylisée, donc non pas caricaturée, stylisée, donc ça veut dire réduite à l'essentiel, des échanges neuronaux est fondamentale quand il s'agit d'identité, quand il s'agit du choix, quand il s'agit de qu'est-ce que je vais choisir quand je compose, quand je suis dans l'acte de la création. À un moment donné, je suis devant plusieurs matériaux, j'ai développé plusieurs possibilités, j'ai devant moi plusieurs parcours. Quel sera le parcours que je vais choisir? Il faut savoir que pendant que je opère cette décision, il y a encore quelques milliards de décisions qui sont en train d'être prises en même temps, qui font qu'en fait le choix est toujours opéré. On pourrait donc ainsi déjà dire que la création est le choix permanent, avant qu'on ait la double barre dans la partition, avant qu'on ait fait save dans le fichier son, avant qu'on ait fait stop dans la performance, dans laquelle on peut toujours redéfinir l'œuvre dans son entièreté. Notre cerveau, quand il doit opérer un jugement, se situe sur deux dimensions qui sont très simples. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut le simuler sur certains aspects assez facilement avec des ordinateurs. Celui de la identité ou équivalent et non-identité, donc différent. En musique, un thème qui est exposé à un moment donné et le même thème musical qui sera réexposé après, d'un point de vue ontologique, sont la même chose. C'est-à-dire que seulement pour les philosophes, A est différent de A. En musique, A est égal à A. C'est-à-dire qu'il y a un critère d'équivalence, tel qu'un thème qui est exposé en Do majeur, quand il sera repris en Do majeur, on dit reprise, c'est-à-dire c'est la même chose de répéter plus tard dans le temps, mais même s'il est transposé en Sol majeur, on dira c'est le même thème transposé. Ça veut dire qu'on applique un critère d'équivalence, malgré le fait que peut-être les notes sont complètement ou presque complètement différentes, en termes de hauteur absolue. Donc notre cerveau, cette fameuse vitesse neuronale, opère à cette vitesse assez extravagante sur un axe qui est celui du seuil, c'est-à-dire à quel moment le seuil différentiel, à quel moment deux choses sont encore similaires ou équivalentes, voire similaires, et à quel moment elles commencent à devenir autre chose, à quel moment le matériau commence à se transformer de façon telle que ce n'est plus la même chose. A est devenu B, donc c'est différent. Notre cerveau, encore une fois, en musique, j'insiste bien en musique, accepte que nous reconnaissons comme équivalents deux thèmes qui ont parfois la même structure, c'est-à-dire la même segmentation possible, la même répartition possible, avec des remplacements ou avec des substitutions. C'est-à-dire que parfois on dit, bah oui, c'est le même thème varié.
Ça veut dire quoi pour un musicien dire c'est le même thème varié? Ça veut dire que même si on reconnaît qu'il y a quelque chose qui était différent, donc on est à l'intérieur de ce seuil de différenciation ou de similarité, pour ne pas dire justement d'équivalence, ce niveau de tolérance fait qu'à un moment donné, on commence à dire A n'est plus A et A est devenu B. Et parfois on peut dire A est égal à A malgré le fait qu'on peut trouver que dans le second A, il y a un certain nombre de parties internes qui ont varié, typiquement dans la musique baroque, tout ce qui est ornementation, tout ce qui est improvisation autour d'une structure porteuse. Donc, le jugement d'identité en musique, donc quand je dis ceci est A et ceci est B, et je préfère choisir A plutôt que B, ne se situe surtout pas sur une dimension linéaire, mais c'est là qui est très difficile à comprendre, mais c'est nécessaire, se situe sur une dimension qui est récursive et rétroactive. Et récursive, ça veut dire que grâce à la vitesse neuronale dont je parlais tout à l'heure, grâce au fait que à ce stade, quand le niveau de conscience, le fait que, ou alors au niveau même du choix, quand le verbal est capable de dire je choisis A, au moment où je choisis A, il y a encore tellement de connexions neurales qui sont sur place que, en fait, c'est une zone pendant laquelle je suis en train de choisir. Je suis en train de choisir A, mais le choix ne sera pas opéré jusqu'à quand je n'aurai pas développé les autres parties de la pièce. Jusqu'à parfois à quand je n'aurai pas développé, pas nécessairement la partie qui suit A, mais peut-être quand je suis sur le final de la pièce. Et que peut-être le final de la pièce va redéfinir le début de la pièce. Donc la composition, encore une fois, en fonction du support qu'on va choisir, si c'est la double barre de mesure, le contrôle ou le commande S pour sauver les fichiers son, ou le patch, ce que vous voulez, ou la fin de la performance, jusqu'à quand la fin n'est pas déclarée, la pièce est ouverte, elle peut être totalement redéfinie. Comme nous avons vu dans la conférence dédiée aux idiomes et aux autres conférences, dont je vais extrêmement vite à ce sujet, la musique, la composition musicale se base, est possible grâce à la manipulation des paramètres, entre autres bien sûr, et que les paramètres se situent sur des dimensions, et que les dimensions sont des axes de signification, et qu'en musique, toutes les dimensions sont différentes, ne sont ni isotropes ni isomorphes. Donc ça veut dire que quand on compose pour les hauteurs, on compose différemment pour les intensités, et ainsi de suite. Et que parfois on a des paramètres monodimensionnels qui évoluent sur une seule dimension, et parfois on a des paramètres multidimensionnels qui s'opèrent sur plusieurs dimensions. Je suis obligé de vous dire, si vous regardez cette conférence avant les autres, d'aller voir la conférence sur les idiomes, ou sur la musique comme un jugement, dans lequel j'ai approfondi la notion de variable et de multidimensions. Parce que nous travaillons sur des paramètres qui sont multidimensionnels à une vitesse neuronale qui est de l'ordre du non pensable, il faut être conscient que quand on compose à travers les outils numériques, et non pas quand on compose sur papier, il y a quelque chose qui s'opère de façon tellement rapide qu'il faut avoir clair dans l'esprit si nous sommes en train de transformer du matériau, donc si on a un matériau A qui devient un B, qui devient un C, qui devient un D, un E jusqu'à un Z, donc dans lequel nous avons une sorte de traçabilité du matériau, ou si nous sommes en train de le transfigurer. C'est-à-dire, A devient B, c'est quelque chose de encore raisonnable, B deviendrait F, quelque chose de moins logique, F deviendrait 34, 78 pour devenir un hashtag ou un dièse. Ça veut dire qu'en fait, les liens de causalité ou les liens de proximité ou les liens de destin commun ou les liens qui fait que si A, B, C, D, E sont dans un ordre prédictible, entre A, 34 et dièse, il n'y a aucune prédiction possible. Donc, la transformation et la transfiguration appartiennent au même domaine qu'est celui du développement. Quand on fait de la création, on a un matériau donné, quelconque,
des sons enregistrés dans un cours de récréation, des sons enregistrés par un violoniste, des mesures écrites sur papier, de la voix chantée, et ainsi de suite. Peu importe la source, mais il ne suffit pas de l'enregistrer pour faire de la création, il faut le manipuler. Et alors, les sophistes me diront, oui, il suffit de l'enregistrer pour faire de la... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre du projet Arien Dièse, on s'adresse à l'enseignement artistique, entre autres dans les écoles. Donc, dans ce cadre-là, il ne suffira pas d'enregistrer un son pour décider qu'il s'agit d'une œuvre de création. Car nous nous inscrivons dans une démarche de manipulation de la matière afin de donner la conscience aux jeunes que par le processus de création, il y a un processus de autodéfinition de soi. C'est dans ce sens que, dans ce cadre, il est insuffisant d'enregistrer un son pour pouvoir le nommer œuvre. Donc, à l'extérieur, en dehors de cette pseudo-polémique de qu'est-ce que l'œuvre d'art, dans le cadre de l'enseignement que nous proposons dans Arien Dièse, nous faisons appel à la technologie numérique. Technologie, comme je dis il y a un instant, extrêmement rapide. Et que par cette rapidité, on peut partir d'un élément A et se retrouver sur un élément schmilblick qui n'a rien à voir avec A en bougeant quelques potentiomètres. Cette vitesse des manipulations, chose qui n'a pas lieu sur un piano, qui n'a pas lieu sur un violon, qui n'a pas lieu sur une clarinette. C'est-à-dire que quand on compose pour des instruments, le niveau de transfiguration, avant d'atteindre la transfiguration, il faut avoir écrit plusieurs versions, plusieurs développements du matériau. Autrement, il n'y a pas de lien causal entre un thème A ou un élément A et sa suite. Donc, quand on compose, on est toujours face à une double situation possible, qui est celle de la transformation et celle de la transfiguration. Les deux appartenant à une classe très connue qui s'appelle le développement, ou alors encore plus connue, qu'est la variation. Varier au sens de développer est la base de la création. Freud le disait très bien, nous ne pouvons pas désirer ce que nous ne connaissons pas. Très bien. Il n'aurait pas fallu attendre Freud pour découvrir ceci. Il suffit d'étudier l'étymologie du mot désir ou considération. Alors les deux mots aujourd'hui en français peuvent être assez éloignés. Considération et désir se sont éloignés avec l'évolution et la torsion du langage. En fait, les deux ont une étymologie commune qui est être ou ne pas être avec les étoiles. Donc, cum sideris est être avec les étoiles. Desideris, c'est ne pas être en connexion avec les étoiles. À une époque où le point de repère était non pas le soleil, malgré qu'on avait une conscience de la Terre comme étant plate et pas ronde, et qu'on pensait même que la Terre, tout tournait autour de la Terre et pas le contraire, malgré ceci, on avait compris une chose très pragmatique, c'est que si on voulait se repérer pour aller dans une bonne direction, dans la direction qu'on souhaitait, il fallait suivre les étoiles. C'est-à-dire les étoiles ne bougeaient pas, et parce qu'elles restaient fermes, comme le firmament d'ailleurs, en français il manque, pas qu'il manque un mot, mais on va dire le firmament était quelque chose qui était figé, immobile, les étoiles. Quand je suis avec les étoiles, cum sideris, je suis capable de donner la bonne direction. Donc je suis dans un système ou dans un régime d'information, d'apprentissage, de pratique, d'expérience, de compréhension et de connaissance. Un régime, ça veut dire c'est un mécanisme entre le maître et l'élève, ou entre l'utilisateur et celui qui produit un logiciel, ou entre justement la société, le régime doxique, qui permet de connaître quelque chose, ou je dirais même, non pas doxique, pardon, mais des régimes nosologiques, qui me permet de savoir que la bonne direction est par là, parce qu'on m'a appris à travers de l'information, et que j'ai pratiqué, et que j'ai une expérience, et que j'ai compris, et que maintenant j'ai la connaissance que celle-ci est la bonne direction. Donc je suis avec les étoiles. Donc je peux considérer si je suis dans la bonne direction ou pas. Et le mot cousin ou voisin de la considération est le désir, donc desideris, quand je suis détaché des étoiles. Alors, il y a encore une fois pour les sophistes, mais vu que c'est des conférences, on a l'opportunité de le dire.
Les desiderantes, à l'époque de César, et c'était, on attendait, c'était les gardiens de la nuit qui allaient, quand il y avait des postes de garde, ils partaient, ils faisaient un tour et revenaient, on les appelait les desiderantes. Or, les desiderants, c'est un terme déjà tardif par rapport à desideris. On désirait qu'ils reviennent, car le mot désir était déjà inscrit dans une forme de conscience partagée de ce qui est un choix de l'ordre de l'intuition, justement, du feeling, du ressenti, de la foi, de l'affect et de l'expectation, ça veut dire de l'attente. La foi, non pas au sens religieux, mais l'acte de foi, de croire en quelque chose. Donc les desiderantes, c'est quelqu'un qui partait la nuit et on désirait qu'ils reviennent. C'était pas du tout un terme désigné à ceux qui allaient circuler dans la nuit, mais c'était quelqu'un qu'on espérait qu'il revienne. Il y avait une forme d'affection, il y avait une forme de croyance qu'ils reviennent. Okay. Donc le desideris, être détaché des étoiles, et quand on est, parce qu'il pleut, parce qu'il fait jour, parce qu'il y a du brouillard, ou tout simplement, allez-vous savoir pour quelle raison, je ne vois pas les étoiles, comment je peux savoir quelle est la bonne direction? La bonne direction est se baser sur les 5 classes de repères que je vous ai dit et je vous dis encore, donc l'intuition, le ressenti, l'acte de foi, donc des croyances, on peut dire, les affects et les attentes. Ceci fait que la considération va, non pas de pair, mais est en même temps que le désir. Bien sûr que Freud, quand il dit « je ne peux pas considérer ce que je ne désire pas », ou pardon, « je ne peux pas désirer ce que je ne considère pas », « je ne peux pas désirer ce que je ne connais pas », il avait parfaitement raison. Mais on pourrait dire aussi le contraire, que je ne peux pas être dans un régime de considération si je n'ai pas fait l'expérience du désir. Donc, pour sortir du cadre un peu trop philosophique, si vous voulez, un peu trop abstrait, dans la composition, nous avons des systèmes qui ont été passés par les traités, par l'histoire de la musique, par la musicologie, par les traités d'orchestration, par les logiciels avec les tutoriels en ligne de comment utiliser quelque chose. C'est ce qu'on appelle la considération. Est-ce que ce son est saturé? Est-ce que cette orchestration est bien faite? Est-ce que ce rythme est correct? Est-ce qu'il y a 2 quintes parallèles ou pas si je suis dans un système de contrepoint? Voilà. Donc là, on est vraiment dans le régime de connaissance, de la considération. Mais est-ce que ça me plaît? Ou est-ce qu'il y a un intérêt en ayant orchestré de cette façon ce passage musical? Est-ce que je retrouve moi-même dans ce passage de quintes successives? Vous voyez qu'il y a 2 raisonnements qui sont complètement différents. Il ne suffit pas de considérer que la bonne application de quelque chose va produire un désir, c'est totalement faux. C'est complètement, je dirais, aberrant. Dans la création, ces 2 mécanismes mentaux qui font référence à la vitesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je reviens encore une fois, désolé, en arrière, à cette vitesse qui va de l'inconscient, subconscient, conscient et le verbal, avant de dire ce choix est le bon choix, donc avant de pouvoir se dire je considère que ce choix me plaît, je fais exprès d'entrelacer 2 termes, donc je considère que ce choix est le bon, celui qui me satisfait, celui qui correspond à mon désir. Il se passe encore une fois énormément de connexions neuronales dans notre... Vous me direz, mais vers quoi je veux aller? Donc, entre la vitesse neuronale, la notion d'identité, la notion de choix, les paramètres multidimensionnels, monodimensionnels, la notion de considération, de désir, vers ce sujet qui est la complexité et qui nécessitera plusieurs conférences. Donc, ceci est non pas la première, mais en tout cas, elle contribue à la notion de complexité que je serais incapable de résumer en une seule vidéoconférence. La complexité, aujourd'hui, je veux l'aborder simplement, donc on retient dans l'esprit tout ce que je vous ai dit. Mais aujourd'hui, je voudrais retenir, ou vous proposer plutôt, la notion de complexité comme la relation entre la réalisation d'une idée. Pour banaliser, mais ça me sert à vous faire entrer dans cette forme de pensée qui est le régime de complexité issue de la considération et du désir en vitesse neuronale sur des paramètres non linéaires ou multidimensionnels. La réalisation est une forme de considération
qui s'appuie sur une idée qui est une forme de désir. Mais je pourrais même dire aussi que la réalisation est une forme de désir qui s'appuie sur une idée qui est une forme de considération. Étant donné que nous sommes des êtres qui pensent à une vitesse extraordinaire, les deux peuvent être indissociables. Et quelquefois, ils sont indissociables. En tous les cas, nous savons une chose. Prenons l'exemple un peu bébête de... encore une fois, j'aime bien la provocation. Quelles étaient les idées que Bach a eues dans sa musique? Là, je ne veux pas faire le simpliste. Bach a eu une idée, imiter. Imiter quelque chose, ou varier quelque chose. On pourrait me dire, tout le monde a eu ces... Non, il y a eu des compositeurs qui ont eu des idées beaucoup plus puissantes en termes d'idées. Et qui ne se sont pas contentés de imiter du matériau, mais d'inventer des nouvelles formes, inventer de nouvelles techniques, inventer de nouveaux systèmes. Donc, et du coup, qu'est-ce qui fait de Bach le compositeur qu'il est, ou qu'il était, à tel point qu'aujourd'hui, n'importe quelle pièce de Bach est considérée comme intouchable? C'est la distance que lui met entre la notion de imiter un thème, varier un thème, développer un thème, par exemple le sujet d'une fugue, et la fugue qu'il a réalisée. Deux exemples extra-musicaux, qui sont pour moi très parlants. Il fait froid, on est en hiver. Vous êtes dans votre lit, vous devez sortir pour aller dans un dîner. Imaginons un dîner chez le président de la République. Il est clair que dans tout état mental normal, vous n'allez pas sortir de chez vous avec la couverture que vous avez dans le lit parce qu'il fait froid. Donc l'idée, il fait froid, il faut que je me réchauffe, je dois aller à un dîner, je sors avec la couverture pour aller chez le président de la République. Si c'était le cas, on aurait l'idée qui est collée à la réalisation, et donc là c'est typique de quelqu'un qui est dans un état mental un peu difficile, qu'on pourrait nommer de psychotique. Et donc, si vous êtes femme ou homme, et si vous devez aller dîner avec un copain ou une copine ou avec les présidents de la République, votre idée est « il fait froid, je dois me protéger du froid », ça c'est l'idée. La réalisation, elle sera en fonction du cadre que vous allez vous imposer et qui est défini. J'imagine que si vous allez dîner chez le président de la République, homme ou femme que vous soyez, vous allez chercher quelque chose qui soit du même standard qui est demandé dans un certain protocole, qui n'est pas nécessairement le même que si vous allez chez votre copain ou votre copine. Ça veut dire que vous allez... Et en plus, si les rendez-vous, par exemple, c'est un rendez-vous pizza devant la télé, vous allez vous habiller d'une certaine façon. Si c'est un rendez-vous galant, je suis certain que vous vous habillez d'une façon différente. Encore une fois, l'idée est toujours s'habiller. Et en fonction du cadre du protocole, vous allez mettre une distance plus ou moins importante, à tel point qu'on peut dire telle personne a tel style vestimentaire, telle autre personne a tel autre style vestimentaire, et que ce n'est pas une question de qualité du tissu, ce n'est pas une question du prix de la matière, c'est pas du tout ça, c'est une question de style, c'est-à-dire d'avoir mis une distance entre l'idée et la réalisation. Ceci, on l'appelle complexité. Pendant longtemps, dans la musique, nous avions une vision qui se voulait linéaire, c'est-à-dire qu'avec un matériau donné, à l'intérieur d'un système donné, relativement établi, qui soit le système modal ou le système tonal, ou au pluriel, le système néomodaux, donc de la néomodalité, on va dire qu'il y avait une capacité de projection entre le matériau donné et le développement du matériau relativement uniforme, relativement plausible. À l'arrivée du XXe siècle, et bien sûr avec le XXIe siècle, on a eu plutôt tendance à créer des œuvres non linéaires, c'est-à-dire dans lesquelles l'évolution du matériau à partir d'un thème donné n'avait pas vraiment une plausibilité vers la suite. Prenons un exemple qui pourrait être n'importe quelle sonate romantique ou classique ou romantique. Il y a un certain niveau de prévision du développement du matériau, et quand on arrivera avec Stravinsky ou Bartók au début du XXe siècle, la notion de prédiction est complètement bafouée, elle a perdu d'horizon, elle a perdu un peu les étoiles, si on peut dire ainsi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait un autre exemple extra-musical qui peut expliquer la notion de distance entre le phénomène et la réalisation. Là, c'est typiquement le papa avec son fils ou la maman avec son fils. J'en parle parce que j'ai vécu ce fait tout personnellement. Le circuit du train électrique qu'on fait pour son fils quand il a 3 ans. Donc, papa, tu peux me faire le circuit du train, vous êtes occupé, vous faites un circuit du train, un cercle.
l'enfant ne sera pas content. Parce que, encore une fois, entre l'idée et la réalisation, vous allez faire la chose la plus simple possible, donc la plus rapide possible, celui qui a le moins de distance, tout simplement un petit circuit qui insère. Vous y passez en revanche quelques heures pour faire un circuit exhaustif avec des ponts, avec des tunnels, avec des aiguillages, avec tout ce que vous voulez pour faire un circuit de train qui se veut justement pas aussi simple, vous créez automatiquement quelque chose de complexe. Donc, si la tenue vestimentaire est un exemple, quand on va chez le copain ou chez le président de la République, et si le petit circuit du train circulaire ou complètement extravagant est un autre exemple, en musique, il faut imaginer qu'à partir du XXe siècle, on a construit des vêtements qui, bien sûr, permettaient de se couvrir quand on avait froid pour aller chez le président ou chez la copine ou chez le copain, où on a construit des circuits de train qui, parfois, n'obéissaient pas seulement à la fonctionnalité de réchauffer la personne. Ce qu'on appelle justement des circuits non linéaires, des parcours non linéaires. C'est-à-dire que il n'y avait pas une prédiction entre le point de départ, là où on était, et la suite de la pièce. C'est-à-dire que la notion de complexité, le terme explose, ça me gêne parce que ça ne veut rien dire, mais tout le temps, elle se multiplie dans les dimensions de l'esprit, de telle façon que, toujours pour faire un pas en arrière, désolé, entre les niveaux de inconscient, subconscient, conscience et verbal, avant de pouvoir dire je fais ce choix parce que ça implique tel résultat, quand nous sommes dans les œuvres je reviens à mon schéma, du début et du milieu du XXe siècle, pour ne pas citer celle d'aujourd'hui, la complexité est augmentée. Augmentée à un tel point qu'on arrivera dans un paroxysme, ou à un paroxysme, pardonnez-moi le français, un peu approximé, dans lequel on a ce qu'on appelle les œuvres à parcours multiples. C'est-à-dire, on a A comme point de départ, on a B comme point d'arrivée, mais on peut pratiquer des parcours qui vont nulle part, dans lesquels on peut revenir en arrière, et qu'on peut s'y perdre à l'intérieur d'un schéma comme vous pouvez voir ici, qui en fait, est-ce qu'il est complexe? Et c'est là que le paroxysme a lieu. C'est-à-dire que si on peut juger une fugue de Bach comme complexe, parce que le niveau de plausibilité entre le thème du départ, le sujet, et ses développements nous permet d'avoir des points de repère et donc de pouvoir savoir si nous sommes dans la transformation ou dans la transfiguration. Au début du XXe siècle, on commence à casser cette linéarité, donc à ne plus avoir des rapports de plausibilité entre un point de départ et des points d'après. Donc, quelque part, il était difficile de pouvoir dire que B est issu de A. Donc, nous sommes parfois dans la totale transfiguration permanente, avec les œuvres à parcours multiples, donc des œuvres qui étaient destinées à être à chaque fois différentes, la notion de complexité est perdue quelque part. On peut dire qu'on arrive à un système qui est tellement complexe, qui est inintelligible, donc il s'avère non pas simple, mais comme une chose inintelligible, je ne peux pas y accéder, donc je ne peux pas apporter un jugement esthétique ou ontologique. Et c'est avec l'arrivée des technologies numériques qu'on peut envisager maintenant des schémas comme celui que vous voyez en bas de ma page. C'est-à-dire, on peut construire des œuvres nodales, on les appelle comme ça, ou des œuvres hypersystémiques, ou alors avec des liens hypertextuels, si vous voulez. C'est-à-dire des œuvres dans lesquelles on va de A à B, donc la trajectoire est maintenue, la direction générale est maintenue. Donc il y aura une lecture possible de quand je suis sur la partie A et à quel moment je vais arriver sur la partie B. Mais grâce au fait que les œuvres sont interactives, les œuvres elles se déploient devant moi à travers des outils extrêmement rapides qui peuvent redéfinir le statut de l'œuvre pendant que je la fais. En fait, je peux me retrouver dans cette zone-là de l'œuvre pendant un certain temps et décider si je veux revenir en arrière ou si je vais continuer. Mais une chose est certaine, je ne suis pas perdu. Dans les œuvres non linéaires et dans les œuvres à parcours multiples, l'impact vers le public, vers le récepteur, vers celui qui recevait l'œuvre,
pouvait souvent se situer dans une vision de la désorientisation. Je suis désorienté. Je suis désidéris, détaché des étoiles, mais je ne sais vraiment pas où je vais. Hein. Donc pour ceux qui ont pu voir ma conférence sur les archétypes, c'est quand l'axe du spectre des archétypes, c'est un peu comme une parabole qui prend les ondes d'une radio, est complètement désaxé. Alors que quand je suis complètement désaxé, je n'ai pas de repères pour apprécier l'œuvre d'art qui m'est proposée. Je peux revenir sur le même concept de quand nous sommes dans un système qui change d'axe par rapport au désir et par rapport à la considération, et qu'automatiquement nous nous retrouvons par exemple dans un développement qui s'avère à l'écoute de l'œuvre comme n'étant pas plausible. Ce manque de plausibilité, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle la causalité, mais à l'écoute il s'avère n'étant pas linéaire, c'est comme tout d'un coup si je me retrouvais dans une dimension parallèle de celui qui serait mon fils me demande un circuit de train et je lui fais une pizza. Simplement parce qu'elle est ronde, et que je peux faire un circuit de train qui est rond. Ou alors, je veux m'échauffer pour aller dîner avec mon copain ou avec ma copine et qu'automatiquement j'achète une voiture. Donc je suis sur une dimension autre, qui n'est pas du tout fonctionnelle ou dans la trajectoire de la plausibilité de l'œuvre d'art. Donc pour clore cette vidéoconférence sur la complexité, l'identité et la vitesse neuronale, donc tout ceci rentre dans un seul sujet qui est comment aborder la complexité. Une des façons d'aborder la complexité est de pouvoir créer une distance entre le point de départ, l'idée originaire et sa réalisation, mais en faisant en sorte qu'on soit toujours dans un cadre de transformation. L'utilisation des outils numériques permet, comme je dis il y a un instant, de faire une transfiguration extrêmement rapide. Quand nous sommes face à des instruments qui permettent la transfiguration extrêmement rapide, cela veut dire que très vite nous sommes plutôt dans l'amusement, dans le divertissement, dans le pourquoi pas. Bon, ça c'est très bien, c'est très 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 bien, je vous assure. Le pourquoi pas c'est très bien, s'amuser c'est très 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 bien, et se divertir c'est encore mieux. Simplement, il se peut qu'on ne soit pas dans la création. Alors là, c'est un peu embêtant si on veut faire de la création. Car la création a, parmi toutes déclinaisons de l'esprit qu'on souhaite, aussi une volonté, en tout cas, dimension de l'esprit qui doit être préservée, c'est celui de la consistance. C'est-à-dire de créer quelque chose qui n'est pas la cohérence. La consistance est le manque de contradiction interne, et le fait qu'un discours, pour complexe qu'il soit, reste un discours. Et que même si ce discours est inaccessible à moi pour manque de classes de repères, pour manque de classes culturelles, pour manque d'accès au code, ça c'est un autre sujet, il faut que cette consistance soit gardée et maintenue. Alors, quand on écrit pour violon, quand on écrit pour piano, quand on écrit pour orchestre, quand on écrit pour voix, avant de tomber dans la transfiguration, il faut en faire. Donc, on hérite des classes de composition, des classes de solfège, des classes, on va dire, de formation musicale, des classes d'analyse, des classes de musicologie, qui nous permet d'avoir tellement de points de repère dans l'histoire de la création musicale qu'avant d'être dans la transfiguration, il faut en faire beaucoup. En revanche, dès que nous manipulons du matériau à l'aide des technologies numériques, à ce sujet je vous renvoie à la conférence sur les idiomes, et quand on ne prend pas en compte justement les idiomes des outils que nous avons à disposition, il est extrêmement facile d'être dans une transfiguration permanente. Donc, notamment si on prend un logiciel, on change de logiciel, on le change à nouveau, on le change à nouveau. Donc à chaque fois qu'on change de logiciel, quelque part, c'est comme on est passé du vêtement au circuit des trains, à la voiture et à la pizza, c'est-à-dire des classes de repères complètement différentes. Donc, ça sera à l'instituteur, à l'institutrice, au maître, au prof, de
pouvoir garder une unité sémantique, logique, de plausibilité, de possibilité, de causalité, afin que les matériaux développés avec différents outils soient inscrits dans un même projet. Car la seule chose qui permet de parler des créations, indépendamment d'outils qu'on va développer, est la définition d'un projet, d'un dessin, d'une trajectoire, d'une direction, d'une polarité. Appelez ça comme vous voulez, il y a plusieurs façons de le dire. Sans direction, on n'est pas dans la création. Sans polarité, donc vision, encore une fois, directionnalité, appelez ça comme vous le souhaitez, on n'est pas dans la considération avec le désir, on n'est pas dans la différenciation avec les principes d'égalité ou d'équivalence, on n'est pas dans le choix, mais on est plutôt dans l'expérimentation, on va dire, sans but précis. Donc la complexité, pour aujourd'hui, peut se résumer en la distance entre l'idée de départ et la réalisation, sachant qu'aujourd'hui, quand même, on est assez aidé par des outils connectés qui nous permettent d'aller d'un point A à un point B avec des parcours multiples, mais avec l'avantage qu'on peut, voire même avec l'avantage de ne pas se perdre pendant le chemin, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue le dessin et l'organisation du matériau qu'on s'est donné. Pause. Pause aussi pour le panda. Stop.